Donc, on a déjà parlé brièvement des vaccinations préventives. Et donc, en matière d'oncologie, les vaccinations préventives, c'est essentiellement les vaccinations contre les virus oncogènes, que ce soit l'HPV pour les cancers du col. On ne devrait plus avoir chez les jeunes femmes de cancer du col utérin, puisqu'il y a une vaccination qui existe et qui est efficace. D'autre part, la vaccination contre l'hépatite B et le traitement des hépatites C, et bien entendu les antibiotiques pour les hélicobactères, on vient d'en parler, et les cancers de l'estomac. Alors, pour demain, parce que le titre est dans mon intervention, est-ce qu'il y a d'autres cancers d'origine virale? Il n'y en a pas tant que ça, et il y a peu de situations cliniques, donc je ne pense pas qu'on aura beaucoup d'avancées dans ce cas-là. Et puis, il y a une sorte de serpent de mer qui sont les vaccinations préventives des cancers non viro-induits, et pour plein de raisons sur lesquelles on pourrait discuter, je pense que c'est peu probable qu'on arrive à développer quelque chose pour deux raisons. C'est qu'on n'a pas de cible, disons, qui soit partagée entre les patients, hein, et d'une part, et d'autre part, vu les délais de développement, il faudrait faire des vaccinations préventives sur des populations saines. Il faudrait attendre 10, 20 ou 30 ans pour voir le résultat de l'intervention. Et donc, il n'y a pas de trajectoire de développement clinique, et personne ne va mettre de l'argent ou des efforts pour faire ce genre de choses. Par contre, comme on vient de le dire, la prévention, on a quand même 40 ou 50% des cancers qui peuvent être prévenus par la lutte contre le tabac, l'alcool, l'obésité, etc., les carcinogènes chimiques professionnels, amiante ou pesticides, ou non professionnels. Donc là, il y a une prévention qui est efficace et c'est là-dessus qu'on peut jouer bien plus que sur la vaccination préventive. Donc maintenant, je vais vous parler des vaccinations antitumorales thérapeutiques, parce que là, il y a beaucoup de développement. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'une vaccination thérapeutique? C'est stimuler le système immunitaire pour qu'il reconnaisse et détruise les cellules tumorales sans détruire les tissus sains. Donc, ça veut dire que les patients ont déjà une tumeur qui soit est visible, elle est ou macroscopique, ou invisible, et donc il faut bien le distinguer de ce qu'on vient de dire des vaccinations préventives. Et puis, en fait, ça correspond au fait que quand on fait une greffe de moelle en maladie biologique, on fait une vaccination puisqu'on utilise la réponse des lymphocytes T du donneur qui vont reconnaître les cellules tumorales. Et la greffe de moelle est une forme de thérapeutique vaccinale dans une certaine mesure. Et donc, dans tous les cas, il s'agit de générer une réponse des lymphocytes T, donc cellulaires, qui détruit les cellules tumorales tout en préservant les tissus sains. Et donc, en fait, quels sont de quoi on a besoin? On doit avoir une bonne méthode d'immunisation et on doit avoir des cibles spécifiques des tumeurs. Alors, le vecteur, il faut qu'il soit capable de donner une forte dose d'antigène et donc les cibles, une forte activation de l'immunité, donc il faut des adjuvants. Donc quand on verra sur la nature des vecteurs, il y a différentes possibilités. Et puis il faut des antigènes qui soient cibles de la réponse immunitaire, qui soient pertinents. Il faut qu'ils soient exprimés uniquement par les cellules tumorales, et si possible multiples, et si possible aussi qu'ils soient impliqués dans le processus oncogénique. Autrement dit, si on peut cibler Caras, qui est impliqué, les mutations de Caras, c'est l'idéal puisque le Caras est nécessaire au pouvoir oncogénique. Dans les vaccinations thérapeutiques, dans les infections, les cancers liés au papillomavirus, on va cibler des protéines E6, E7 qui sont impliquées dans le processus oncogénique. Donc c'est ça l'idéal. Et donc il faut avoir donc une réponse aussi diversifiée, à la fois des cellules cytotoxiques CD8 et des cellules CD4 qu'on appelle helper ou auxiliaires, et sans stimuler des cellules qui sont impliquées dans des boucles de régulation négative. Et ça, c'est des sujets de travaux encore en cours, et on n'a pas encore complètement compris comment faire cela. Et maintenant, vous avez entendu parler des immunomodulateurs, ce qu'on appelle les bloqueurs des boucles de rétroaction négative, et on les associe maintenant à la vaccination parce que ça permet justement d'éviter, même si le vaccin stimule ces boucles de rétroaction négative, si on utilise ces immunomodulateurs, ça va empêcher ces... Et puis, la troisième chose, il faut des vaccins qui soient faciles à produire en grade clinique, et là, il y a eu des progrès récents importants. Alors, je vais vous faire une petite liste, voilà, les modalités d'immunisation. Alors, je ne sais pas quel est l'auditoire, j'ai supposé qu'il y avait quand même un minimum de connaissances
chimiques ou biologiques. Vous pouvez me poser des questions si ce n'est pas clair. Donc, les modèles d'immunisation, on peut utiliser ce qu'on appelle des peptides longs qui sont associés à des adjuvants et des immunomodulateurs. Mais on peut aussi utiliser de l'ADN nu. Et les progrès récents viennent de l'utilisation de systèmes où on fait de l'électroporation, donc on fait un petit champ électrique ou des micro-aiguilles qui permettent d'augmenter l'introduction de l'ADN à l'intérieur des cellules. On peut utiliser divers types de nanoparticules qu'on injecte en général en sous-cutané, ou des vecteurs viraux ou bactériens qui vont coder pour les cibles vaccinales. Et puis, ce qui est très à la mode grâce à la vaccination contre le SARS-CoV-2, contre le Covid, c'est les ARN qui sont encapsulés dans des liposomes qui peuvent être injectés soit par voie intramusculaire, soit par voie intraveineuse. Donc, il y a beaucoup de développement dans ce domaine-là, puisque en fait, c'est extrêmement rapide à produire en grade clinique, ce qui permet de faire des vaccinations personnalisées qui sont adaptées à chaque patient. Donc, on a un vaccin unique pour chaque patient qui sont liés à des... on séquence la tumeur et on regarde les mutations ponctuelles de l'ADN et on cible, on choisit les mutations intéressantes et on va choisir les antigènes. Et là, l'ARN est quand même très, très rapide et très... L'alternative, c'est d'utiliser des antigènes qui sont générés par des modifications d'expression ou des métabolites de l'ARN messager qui sont des antigènes partagés entre patients. Et là, à ce moment-là, les autres méthodes, que ce soit ADN, vecteurs viraux ou autres, peuvent être utilisées. Alors, puisqu'en fait, quand on parle des cibles, vous voyez ici, il y a la spécificité, excusez-moi sur les fautes d'orthographe, la spécificité d'expression tumorale. Plus on est vers le haut, plus on est spécifique de la tumeur. Donc, on a les mutations ponctuelles dont on vient de parler. Il y a aussi les mutations oncogéniques qui sont partagées en partie en fonction, parce que tous les patients n'ont pas forcément la mutation KRAS, même si elle est très importante. Et puis, il y a les antigènes qui sont associés aux tumeurs, qui sont, par exemple, dans le mélanome, l'enzyme, la tyrosinase, ou ce qu'on appelle des protéines qui sont impliquées dans le métabolisme de la mélanine, qui peuvent être des belles cibles, donc ils sont très partagés entre patients. Puis entre les deux, il y a des anomalies du métabolisme ou de l'expression de l'ARN qui sont très spécifiques de la tumeur, mais qui sont aussi partagées entre patients. Alors pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à ce qui est en haut? C'est parce qu'il y a un problème de tolérance. Si les antigènes sont exprimés, ils peuvent être exprimés dans le thymus et sont considérés comme soi, et donc on ne va pas avoir de réponse. Donc ce n'est pas forcément des très bonnes cibles, ceux qui sont en bas. C'est pour ça que le problème des néoantigènes privés, c'est qu'ils ne sont pas partagés en patients, donc d'un point de vue logistique, ça va être compliqué de faire un vaccin par personne. Donc c'est pour ça qu'on s'intéresse beaucoup actuellement sur ces antigènes partagés, qui sont spécifiques de la tumeur et qui sont aussi partagés entre patients. Alors, donc, il y a quand même des progrès en vaccination personnalisée, grâce aussi à l'ARN. Donc ça, c'est 2 publications récentes. Et il y a une publication dans le Lancet aussi qui a eu récemment, qui sont même tenues par Moderna. On prend des patients qui sont à haut risque de rechute, qui sont entièrement réséqués, des mélanomes cutanés, et on les vaccine avec un vaccin ARN qui code jusqu'à 32 antigènes tous les 3 semaines. Et on a une diminution du taux de récurrence qui passe de 40% à 22%, alors que donc on a une diminution du risque de récidive de 44%. Donc ça, c'est très, très encourageant. Hein. Et puis la vaccination personnalisée dans le cancer du pancréas, qui a été publiée aussi en début d'année dernière, où c'est ARN toujours, associé à des immunomodulateurs, et ils ont une réponse immunitaire chez 50% des patients, et les patients qui ont une réponse immunitaire semblent progresser moins rapidement. C'est encore des résultats préliminaires, puisqu'il n'y a que 16 patients traités, mais disons que la preuve de principe de générer une réponse spécifique pour chaque patient, ayant éventuellement un bénéfice clinique, est claire pour cet essai-là, et encore en cours d'étude pour celui-ci. Il y a d'autres essais qui ont été publiés depuis et qui vont dans le même sens. Alors, moi, je vais vous donner maintenant, j'ai encore 5 minutes, je vais vous parler de ce qu'on fait à l'Institut Curie. On fait des vaccinations personnalisées dans les tumeurs ARN qui sont en collaboration avec une entreprise française qui s'appelle Transgène. Et puis, on a fait une découverte d'antigènes partagés dans certains types de tumeurs de l'œil, très rares, mais qui ont une modification génétique. Alors,
ici, c'est l'essai. On a c'est bizarre, c'est un peu flou. Donc, on a deux groupes. On a un groupe qui est traité par le vaccin, le groupe A, et le vaccin est ici dans le groupe B. Et vous voyez ici que ils ont été randomisés, hein, et vous voyez ici que les 3 patients, il y a une récidive dans le patient qui n'a pas été vacciné, alors que les patients qui ont été vaccinés n'ont pas eu aucune récidive. Et on a pu montrer qu'il y avait une très bonne réponse immune chez tous les patients ici contre les antigènes vaccinaux. Pas contre tous les antigènes, mais contre une partie des antigènes vaccinaux. Et donc, on peut penser que quand on fait une bonne réponse immune, ça prévient la récidive chez ces patients qui n'ont pas de maladie perceptible et qui sont en situation de haut risque de rechute, de 30 à 40%. Et là, on a 3 qui rechutent et on a 0 dans le groupe traité. Donc ça, c'est ce qu'on fait et qu'on a présenté à l'American Association for Cancer Research à San Diego en avril. Et puis, on a un essai en cours qui est dans le mélanome de l'œil. On a montré qu'il y avait une mutation qui est présente chez 20% des patients atteints de mélanome de l'œil qui s'appelle un facteur d'épissage qui génère des néoantigènes qui sont partagés entre patients. Et donc, l'intérêt, comme cette mutation n'est présente que dans les cellules tumorales, on est sûr que ces néoantigènes ne sont présents que dans les cellules tumorales. Et l'intérêt, c'est que ces néoantigènes sont codés par le génome normal. Donc, ils sont partagés entre patients. Et donc, on a pu montrer que ces néoantigènes étaient vus par les patients, mais c'était inefficace puisque ils étaient métastatiques. Et qu'on a pu montrer aussi que les lymphocytes T spécifiques peuvent reconnaître ces antigènes. Et donc, on est en train, grâce à l'aide d'un grand donateur, on est en train d'essayer de mettre un essai thérapeutique. On va donc faire une vaccination ici en bleu toutes les semaines, puis on associe un anti-checkpoint et on va essayer de monitorer la réponse et on va suivre ensuite les patients chez ces patients qui ont une maladie perceptible. Et donc ensuite, l'intérêt de cette stratégie, c'est qu'on peut faire une première version du vaccin, on fait un monitoring très approfondi de la réponse, et ensuite, on peut choisir les antigènes qui donnent des bonnes réponses, de ceux qui donnent une mauvaise réponse, et ensuite faire une deuxième version du vaccin. C'est ça l'intérêt d'avoir une vaccination avec des antigènes partagés, donc ce qu'on appelle public, par rapport aux oppositions aux antigènes aux vaccinations personnalisées, parce qu'un problème dans les vaccinations personnalisées, c'est que on travaille en théorie, on travaille avec des algorithmes de prédiction de quels sont les bons antigènes. Hein. On a dans une tumeur du poumon ou ORL qui est une carcinose chimique, on a, mettons, 500 mutations. On peut cibler que 10 ou 15, lesquels choisir. Et ça, actuellement, comme chaque produit est différent, on ne sait pas, quand on voit un succès ou un échec, on ne sait pas si c'est lié à notre choix des antigènes ou si c'est lié au patient lui-même, où il était trop avancé, il avait une mauvaise réponse immune, ou qu'importe. Donc l'intérêt d'avoir des antigènes publics, ça permet de progresser, de faire des progrès petit à petit et d'améliorer les choses. Et c'est ce qui est représenté. Ce qui est présenté ici, l'idée de faire un processus itératif avec une très bonne monitoring de la réponse. Voilà, donc je vais presque fini. Alors, on a aussi quelque chose qu'on est en train de faire avec l'équipe d'Olivier Delettre. On a dans le sarcome d'Ewing, il avait montré dans un papier que le sarcome d'Ewing est donc une tumeur de l'os, et il a montré qu'il y a un facteur de transcription qui est chimérique, qui entraîne l'expression de longs ARN ici. Et il avait montré que ces longs ARN pouvaient coder pour des protéines et qui étaient exprimées dans les cellules tumorales, donc sont spécifiques des cellules tumorales. Et ce qu'on a montré, nous, c'est qu'on avait pu montrer qu'il y a ça génère des antigènes, qu'on a des cellules T qui sont capables de reconnaître ces antigènes à la cellule tumorale et qui sont reconnus par les cellules T spécifiques. Et c'est un papier qui est actuellement soumis pour publication, et ça peut déboucher sur des approches thérapeutiques. Et voilà, donc la conclusion, c'est que, comme on l'a déjà dit dans l'intervention précédente, et on ne peut pas s'empêcher de le redire systématiquement, il ne faut pas de tabac ou de carcinogène chimique ou alcool.
la vaccination contre l'antipapillomia. C'est scandaleux qu'en France, il n'y ait que 20 ou 30% des adolescents qui soient vaccinés contre les papillomavirus. Ça progresse un peu récemment, je crois, mais c'est pas encore, c'est très insuffisant, alors que le cancer du col est quelque chose qui peut être prévenu maintenant. Et donc, il y a des grands progrès en termes de méthodes d'immunisation et de vaccination personnalisée avec les problèmes logistiques et, avec, comme je l'ai dit, avec la limite des algorithmes de prédiction des cibles. Et c'est pour ça que les antigènes partagés sont intéressants pour les tumeurs qui sont peu mutées, type pancréas, ovaire, les mélanomes de l'œil, les cholangiocarcinomes, les Ewing ou autres sarcomes. Et donc, ici, là, l'intérêt, c'est que comme on a des antigènes partagés, on peut optimiser le choix des antigènes progressivement. Et donc, voilà les gens qui ont participé à tout ce travail, que ce soit à l'hôpital, dans mon laboratoire d'immunologie clinique, dans le 932 INSERM et dans l'équipe d'Olivier Delattre et Marc-Henri Stern qui ont participé. Et les différentes personnes, les cliniciens ici, Manuel Rodriguez, Sophie Piernaud, Laurent Desjardins, etc.